Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui, on revient sur les actualités du week-end avec notamment le World Cleanup Day, du football et surtout les journées du patrimoine. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Les journées du patrimoine offrent des possibilités de découvrir des lieux emblématiques habituellement fermés au public. Le château de Frauenberg ou encore le pavillon de Geiger à Sarreguemines font partie de ces lieux visibles toute l'année mais qui restent difficiles d'accès. Le conservatoire de Sarreguemines propose de nombreux enseignements à ses élèves. L'un d'entre eux s'exerce dans une salle de classe plutôt surprenante. Il s'agit de l'église Saint-Nicolas où les futurs organistes viennent s'entraîner à la vue de tous avec leurs professeurs. L'exposition Sortez du moule a été présentée en avant-première au CIAV de Meisenthal ce week-end. La moulothèque renferme la mémoire des verreries de la région. Elle est habituellement inaccessible au public. Plus de 1000 moules sont aujourd'hui consultables sur un site accessible par les créateurs. Un projet de mise en valeur du site de la villa du Grosswald a été présenté durant les Journées du patrimoine ce week-end. La villa gallo-romaine située dans la forêt de Saint-Rinsmin, mise à jour avant 1970, est nettoyée et entretenue par la commune. Mais elle mérite plus et des travaux de restauration sont prévus au printemps. L'équipe de Philipsbourg, club de division 3, est arrivée au 3e tour de la Coupe de France de football. Elle a reçu Boulay, qui évolue en Régional 1, ce dimanche après-midi. Le résultat est sans appel, 8-0 pour Boulay, qui a par ailleurs fait un beau cadeau à l'équipe adverse, puisqu'elle a offert les maillots aux joueurs. Mercredi, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone. Le thème de cette semaine, sport, loisirs ou nécessité. Le vélo gagne du terrain en 2020. On parlera de la place du vélo sur notre secteur en termes d'infrastructure, de sécurité ou encore d'environnement. Posez vos questions sur notre page Facebook ou par mail à contact@mosaïque-cristal.tv. Nos invités y répondront en direct à 19h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Près de 800 000 personnes sont touchées par cette maladie en France. À Sarreguemines, la MAPA dispose d'une équipe spécialisée. Salut Thibaut, il y a de tout nouveaux équipements qui ont été mis en place. Explique-nous. Oui, salut Morane. Eh bien, les membres de l'équipe spécialisée Alzheimer ici à la MAPA de Sarreguemines ont déjà des tablettes tactiles qui leur servent durant leurs tâches quotidiennes à leur travail, mais elles ont reçu en plus de nouvelles tablettes qui les aident beaucoup dans la prise en charge des patients. Alors bien sûr, il faut que ces patients doivent se familiariser avec ce tout nouvel outil. La responsable de l'équipe, Sophie Gilles, nous en touchera quelques mots. Et pour le reportage, nous avons fait un point précis sur ces tablettes avec notamment les applications qu'elles utilisent pour justement aider et stimuler les patients dans leur prise en charge. Voilà, vous ferez tout ça dans le reportage et dans l'interview. Merci Thibaut et merci à Guillaume pour le cadrage. Notre équipe a rencontré sur place Caroline Serre. Elle est ergothérapeute et elle nous présente ce tout nouvel outil et ses applications. Regardez. La technologie au service de tout le monde. L'équipe spécialisée Alzheimer ou ESA de la MAPA à Sarreguemines vient de recevoir un tout nouvel équipement pour améliorer la prise en charge de leurs patients. Les membres ont reçu 4 tablettes. Elles disposaient déjà de ces outils tactiles dans leurs tâches quotidiennes. Désormais, cet appareil numérique va pouvoir aider les patients atteints de troubles cognitifs. Plus facile à désaffecter, utile pour contrer l'isolement et maintenir la communication, ces tablettes servent surtout à stimuler la personne. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile de mobiliser les capacités attentionnelles parce que les personnes, elles sont vraiment obnubilées par la tablette au moment où elles l'ont. Donc pour nous, ça permet d'avoir un support qui soit plus ou moins original. L'idée est de familiariser la personne avec un autre support. Dessus, plusieurs applications installées. Il y en a 2 en particulier, appelées SteamArt, développées par DINSEO. Elles permettent de suivre un patient atteint d'Alzheimer à tous ses stades. Parce qu'elles nous permettent de partir d'une personne d'un stade léger jusqu'à une personne en stade sévère. Donc on peut couvrir tous les niveaux dans la maladie. Avec l'avancée de l'âge, plusieurs pathologies peuvent apparaître, notamment les troubles visuels. L'écran tactile permet aussi de grossir l'image et assurer l'autonomie de la personne.
Plusieurs jeux sont disponibles et entraînent le patient dans plusieurs domaines. Donc nous, en général, on part de facile pour ne pas mettre en difficulté la personne. Et ensuite, le but va être de travailler tout ce qui est mémoire de travail en choisissant les lettres et de travailler les fonctions exécutives. Et après, vous avez, qu'on aime bien aussi faire avec les gens, les quiz musicaux, parce que la musique, ça stimule la mémoire épisodique. Donc on leur demande de reconnaître parmi des chansons qui sont un peu de leur époque. L'équipe peut personnaliser la prise en charge. Si la personne souhaite utiliser une autre application, celle-ci peut être téléchargée via le store. Et nous sommes maintenant en direct avec la responsable de l'équipe spécialisée Alzheimer, Sophie Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, comment on rend ces équipements faciles d'utilisation pour les patients ? En fait, déjà, c'est pour répondre à des prescriptions médicales. Et en fait, ça nous permet d'utiliser un nouveau support qui est autre que le jeu. Et du coup, ils sont satisfaits parce que c'est quelque chose que pour bien souvent ne connaissent pas. Et ils ont déjà des téléphones, des choses comme ça. Et donc, le fait de leur mettre ce type de matériel dans les mains, soit c'est innovant, ils ne connaissent pas du tout et en fait, ils adhèrent parce que c'est vraiment autre chose que du papier ou des jeux. Ou alors, ça peut ressembler à leur téléphone qu'ils utilisent moyennement bien. Et qui vous a fourni ce matériel ? Donc nous, on est directement budgété par l'ARS. C'est eux qui nous ont fourni les tablettes. Par contre, c'est toujours en accord avec le président de l'association ainsi que ma directrice des opérations. Et est-ce que vous attendez d'autres équipements de ce type-là dans l'avenir ? Pour l'instant, donc, toute l'équipe a été équipée de smartphones. Pour elle, faciliter le travail au niveau des transmissions et de choses comme ça. Donc, on est un petit peu dans l'esprit digital par excellence, j'ai envie de dire. Et on attend également des véhicules utilitaires pour également remplir les conditions de certains objectifs. Donc, pour que ce soit plus grand et que les patients puissent les véhiculer en répondant vraiment à des objectifs bien spécifiques. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Gilles, d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Une journée citoyenne pour la planète. Depuis 2008, le 19 septembre est devenu le World Cleanup Day, une opération menée dans 157 pays. Et dans notre secteur aussi, on s'est mobilisé. C'était le cas à Woustviller, Bitche et Sarreguemines. Reportage. Rendez-vous matinal en forêt du Bourrols, mais pas pour pique-niquer. Aujourd'hui, c'est nettoyage de la forêt. Une quinzaine de personnes ont répondu présent à l'appel de l'ICS, Initiative citoyenne sarregueminoise. Équipée de pinces fournies par la municipalité et de sacs fournis par la casque, la troupe s'est lancée pour une journée de nettoyage. C'est l'ONF qui a proposé les secteurs à nettoyer. Si l'ICS est plus habitué à l'animation du centre-ville, cette opération fait aussi partie de ses préoccupations. Après une matinée de ramassage, les sacs sont déjà bien pleins. Du verre, donc des canettes en verre, des papiers, dans ce que j'ai vu, et énormément de mégots. Le mégot, il faut quand même savoir, ça a mis plus de 100 ans à se détruire et ça génère quand même pas mal de toxines pour notre biodiversité. C'est le mégot qui, en se dégénérant, sécrète des substances nocives pour notre environnement. Donc énormément de mégots quand même. Les canettes en acier seront acheminées chez un recycleur de Saint-Avold. Une partie de l'argent généré par cette récupération est destinée à l'association Canettes Partage, qui œuvre pour les enfants aveugles et malvoyants. 2000 opérations de ce type se sont tenues à travers la France. À Bitche aussi, 5 points de rendez-vous ont été donnés à la population. C'est autour de la maison de l'enfant et sur le site de l'ancien 4e cuir que la majorité des déchets ont été ramassés. Au niveau de la maison de l'enfance, là, les poubelles, mais pleines. Pour la municipalité, il était important de participer à cet événement mondial. Offrir à chacun une ville propre, c'était au programme de la campagne. Donc on a lancé l'action cette année. C'est tout nouveau, tout neuf, et on espère que pour l'année prochaine, donc ça sera reconduit. Donc on espère ramener le maximum de personnes et essentiellement aussi des familles, des enfants pour les sensibiliser un petit peu à l'écologie et de faire des choses en famille et pour le bien de la planète et pour le bien de la commune également. Shorbach, sur la route. John, il est déjà en train de faire le côté gauche et nous on fera le côté droit. Ok, ben on va y aller. Nettoyer la nature et la ville, c'est améliorer son cadre de vie. En 2 heures à peine, les bénévoles ont ramassé 3 mètres cubes de déchets.
Transformer le lisier, le fumier ou les déchets agroalimentaires en énergie, c'est le principe de la méthanisation. En Moselle, le premier site de biométhane à injecter sur le réseau GRT Gaz vient d'être inauguré dans le Saulnois. C'est un reportage de Jean-François Ambroise pour Via Moselle. Donc c'est ici qu'on traite le gaz pour en perdre à peu près la moitié. On a 58% de gaz qui sont du CH4, tout le reste c'est CO2. Le CH4, le méthane, aussi appelé biogaz, voici ce qui est produit ici. À Haraucourt-sur-Seille, l'unité de méthanisation est inaugurée en grande pompe. L'événement est d'envergure, il n'y a qu'à voir le nombre d'invités présents. Et quelle unité! Ici, 23 exploitations et une coopérative se sont fédérées pour mener à bien ce projet qui apporte une valorisation supplémentaire au fumier. Des effluents d'élevage qui étaient stockés en bout de champ, dont le CH4 s'envolait quand même dans le ciel. Aujourd'hui, il est récupéré. Donc c'est une économie d'énergie qu'on ne laisse plus partir. En gros, nous produisons 400 normaux mètres cubes de gaz à l'heure. Ça fait 400 mètres cubes, c'est juste des mètres cubes normés. Ce qui représente à peu près 400 litres de fuel à l'heure. Et ça peut permettre de chauffer 9600 ménages dans la région annuellement. Si le projet a mis 9 ans pour aboutir, le résultat est là et fonctionne plutôt bien. L'unité, appelée méthanisation Seille Environnement, a injecté ses premiers mètres cubes de biogaz dans les conduites de GRT Gaz le 6 décembre dernier. On arrivera normalement au 31 décembre à redonner déjà un peu de dividendes à nos agriculteurs qui sont tous en difficulté parce que le monde agricole en ce moment c'est compliqué. Diversifier la profession agricole, c'est l'une des motivations, mais le principal enjeu de cette méthanisation est environnemental, car en plus de produire du biogaz, le fumier est transformé en digestat liquide et solide. Son épandage dans les champs permet de diminuer les concentrations de nitrates dans les nappes phréatiques. Le digestat est assimilé plus rapidement qu'un fumier. Le fumier se dégrade et relâche pas tout l'azote la première année, donc il peut y avoir des déperditions en hiver ou des choses comme ça. Et le gros point du digestat, c'est qu'il est assimilable rapidement et il faut l'apporter à la plante au moment où elle en a le plus besoin pendant sa période de végétation. Et c'est là qu'on a le moins de pertes et qu'on gagne le plus. Donc c'est moins d'engrais minéraux achetés, quoi. 150 tonnes d'effluents d'élevage sont ingérées chaque jour dans les 3 digesteurs. Ce sont 55 000 tonnes d'intrants transformés par an. Le projet d'envergure a coûté 8,5 millions d'euros. La région Grand Est y a contribué, car derrière son ambition est forte, devenir une région zéro carbone à l'horizon 2050. C'est 150 dossiers de méthanisation qui sont dans les tuyaux et plus de 400 qui probablement à l'échelle de 2030 vont voir le jour. Tout cela, ça montre que notre agriculture aujourd'hui, il faut la soutenir, il faut l'encourager, il faut montrer qu'elle est performante. Méthanisation Seille Environnement a permis la création de 6 emplois et la SAS voit déjà plus loin. Elle a pour objectif d'installer une station GNV sur site dédiée aux poids lourds et aux bus dans un premier temps. Vous en avez peut-être profité, le programme des Journées du patrimoine était encore très complet cette année. Comme souvent, ça a permis aux visiteurs d'aller là où on ne peut pas se rendre d'habitude. Nous nous sommes donc interrogés sur les possibilités d'ouvrir plus souvent les lieux emblématiques au public. Exemple à Frauenberg et à Sarreguemines dans ce reportage. Il surplombe le village, il en est l'un des emblèmes. Le château de Frauenberg n'en est pas moins inaccessible à d'éventuels promeneurs tout au long de l'année. En dehors des animations de l'association de sauvegarde du château, pas de visite. C'est comme des pierres qui risquent de tomber à tout moment. C'est quand même des ruines et c'est quand même dangereux. On ne peut pas laisser le public quand même faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que la commune a fait faire à l'époque une clôture. Rendre accessible à tous le patrimoine du village, c'est l'un des mantras des bénévoles de l'association. Ils cherchent donc à organiser ici des animations récurrentes et cela le plus souvent possible. Tous les 2 ans, on essaye de faire un rassemblement avec différentes associations aussi de châteaux où il y a beaucoup de gens, mais là c'est déjà pendant 2 jours et c'est une grosse fête. Autre commune, autre bâtiment pour illustrer ces lieux emblématiques mais difficiles d'accès. À 2 pas du casino des Faïenceries, voici le pavillon de Geiger, son histoire et ses légendes. Ici aussi, les Journées du patrimoine ont permis d'ouvrir des portes habituellement fermées. Effectivement, c'est toute une autre démarche d'ouvrir au public. C'est pas un établissement recevant du public, donc c'est pas classé comme tel. Donc il n'y a que les Journées européennes du patrimoine et de rares moments à déclarer, etc., où on peut le visiter.
Néanmoins, la nouvelle équipe municipale n'est pas insensible au sujet car elle est en pleine réflexion sur l'offre culturelle sarregueminoise. Elle a commandé une étude avec participation possible du public via un questionnaire. Vous pouvez trouver ce questionnaire en ligne sur qu'attendez-vous de l'offre culturelle à Sarreguemines. Si on entend que le pavillon de Geiger est quelque chose qu'on doit un peu plus valoriser côté visiteurs et accueil des publics, ce sera une des pistes. En attendant, à Frauenberg, tout comme à Sarreguemines, les portes se sont refermées. Les retardataires curieux devront être patients pour pouvoir découvrir à nouveau ces lieux emblématiques. Voici les prévisions météo. On se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, une équipe spéciale a été envoyée ici à Antibes et même plus précisément à Juan-les-Pins pour filmer d'impressionnantes inondations. Vous pouvez le voir autour de moi, tout est submergé. Alors il paraît que ça recouvrerait même plus de 70% de la planète. Alors on ne sait pas d'où vient toute cette eau, surtout qu'il n'a pas plu hier soir. Donc on va mener l'enquête pour vous à Juan-les-Pins. Évidemment, c'est une blague, vous l'aurez compris. Une équipe de Mosaïque Cristal était en déplacement ce week-end à Antibes pour retransmettre en direct la finale de Coupe de France de basket fauteuil. Et elle n'a pas pu s'empêcher de profiter du cadre pour filmer quelques images pour la météo. Mais en ce qui concerne demain et à Sarreguemines, le temps sera encore très ensoleillé avec des températures allant de 24 à 27 degrés au maximum. Demain, on pensera à souhaiter une bonne fête au Maurice. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 19h28. Je vous laisse profiter encore du bruit des vagues. Belle journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, moi je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Patrimoine et éducation, c'était le thème des journées du patrimoine. Ce week-end, au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim, c'est l'histoire antique que l'on découvre. La Légion 14 et un vétéran des armées de Vercingétorix ont animé le site. Catherine Henrich était sur place, regardez.
Une poignée de légionnaires romains se sont installés dans la plaine de la Blise, l'occasion de prendre un peu de repos entre deux campagnes militaires et de montrer aux visiteurs leur mode de vie. Au combat et durant leur long voyage à pied, les soldats romains n'étaient jamais à l'abri d'une blessure. Avec eux, ils emportaient toutes sortes de plantes et remèdes dont certains sont encore utilisés aujourd'hui. D'ailleurs, même les outils du chirurgien ont très peu changé depuis. La Légion 14 est une légion postée habituellement en Germanie. Elle n'a pas connu la guerre des Gaules puisqu'elle a été créée 60 ans après Jules César. La guerre des Gaules, des événements qui ont changé la face de nos territoires. De Gergovie à Alésia, le récit de la bouche d'un vétéran des armées de Vercingétorix, appuyé par des maquettes, plonge le public au cœur de la bataille. Une manière ludique d'apprendre l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Au milieu de la forêt de Sarinsmain se trouve une villa gallo-romaine découverte en 1969. Depuis, même si la commune entretient le site, il n'est pas mis en valeur comme il le mériterait. Mais une association va voir le jour dans le but de faire vivre ce lieu rempli d'histoire. Reportage. Un site archéologique remarquable à plus d'un titre, c'est la villa du Grosswald à Sarinsmain. Perdue au milieu de la forêt, cette villa gallo-romaine a été fouillée dans les années 70. Aujourd'hui, des sentiers de randonnée vous y conduisent, mais à l'arrivée, la signalétique disparue ne nous raconte pas grand-chose. C'est pourquoi cet été, une poignée de passionnés, habitants ou originaires du village, comme Jean-Paul Petit, ancien directeur du parc archéologique de Bliesbruck, se sont mis au travail pour nettoyer le site et y ont de grands projets de mise en valeur qu'ils ont présentés officiellement dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est en 1966 que le Sarinsmaingeois Paul Laurent a signalé l'existence de cette villa à la Société d'archéologie de Sarreguemines. Il ne s'agit pas seulement de l'entretenir, de faucher, mais il faut l'animer. En fait. Et il y a pas mal de travaux, comme vous allez le voir, de restauration à faire. Et la compétence technique et scientifique, on ne l'a pas. Mais M. Petit et certains autres bénévoles l'ont, puisqu'ils ont été archéologues. Et on profite de cette compétence pour rénover le site, le faire vivre. Lors des derniers jours où on travaillait beaucoup sur le site, nombreuses personnes passaient et disaient « mais oui, c'est intéressant ce que vous faites, on ne savait pas que c'était une villa ». Il manquait cette connaissance. Autrefois, il y avait eu un gros travail à la suite des fouilles. Donc le but, c'est de recréer des outils plus modernes comme des QR codes où les gens vont pouvoir scanner, se connecter à l'application et avoir des explications. Vous voyez les piliers qui soutiennent la dalle. Et vous avez également l'autre photo, vous avez le départ de la cheminée d'angle qui sort. La villa est construite dans une pente, ce qui a permis de conserver une bonne partie des murs à travers le temps. On y découvre des thermes privés dont le toit de protection vient d'être remplacé. D'ici le printemps, les bénévoles espèrent pouvoir démarrer des travaux de consolidation de certains murs. Le CIAV a profité des Journées du patrimoine pour présenter un projet d'envergure, la Moulothèque numérisée. Depuis 2008, il en existait déjà une, ainsi qu'un catalogue papier que les designers pouvaient consulter, mais qui n'était pas tout à fait au point. Aujourd'hui, grâce à un programme leader, le site de la Moulothèque est enfin exploitable par les designers, les verriers ou les étudiants de passage au CIAV. Regardez. Visite insolite pour la découverte en avant-première de l'exposition Sortez du moule présentée au CIAV de Meisenthal. Nous sommes ici dans la Moulothèque, un lieu inaccessible au public qui renferme la mémoire des verreries de la région. Ces moules servent régulièrement de base aux designers et créateurs pour la réalisation d'objets contemporains. Aujourd'hui, ils peuvent consulter la Moulothèque numérisée. Plus de 1000 moules sont répertoriés sur un site accessible à tous. En fait, sur chaque moule, vous avez des indications, souvent qui étaient creusées pour retrouver plus facilement le service auquel ils appartenaient. L'exposition Sortez du moule complète la présentation de la Moulothèque virtuelle. La mémoire d'un savoir-faire, le patrimoine d'un territoire. Et dans la Moulothèque, pas un seul moule de l'ancienne verrerie de Meisenthal. Les 8000 moules de l'usine ont été détruits après l'arrêt de l'activité. Cette disparition rend d'autant plus précieux ceux qui ont été récupérés à Lemberg ou ailleurs depuis 20 ans. Le temps des Journées du patrimoine, les verriers mettent en œuvre le moule 258 en le déclinant dans 50 variantes techniques différentes. Preuve que le moule n'est que le début d'une aventure créative sans limite.
Pour le Conservatoire de Sarreguemines, faire ses portes ouvertes le week-end des Journées du patrimoine, c'était l'occasion de mettre ses enseignements en avant, évidemment, mais aussi les lieux où les cours se déroulent. Et pour l'un d'eux, la salle de cours est assez surprenante. Reportage de Thomas Drouin. Ne vous y trompez pas, voici sans doute la salle de classe la plus spectaculaire de l'ensemble des cours dispensés au Conservatoire de Sarreguemines. Oui, vous avez bien reconnu l'église Saint-Nicolas, et voici son orgue où viennent s'exercer les élèves d'Alessandro Urbano. L'orgue, il est un instrument compliqué par nature, enfin compliqué ça veut dire riche plutôt, hein. Et donc c'est sûr que pour bien l'apprendre, il faut jouer sur un vrai orgue. Et là justement ce qu'on apprend, c'est non seulement à utiliser l'instrument comme il le faut, mais aussi on apprend la musique dans son contexte. Étudier l'instrument dans son contexte, c'est aussi accepter de le pratiquer à la vue ou plutôt à l'ouïe des visiteurs de l'église. De quoi aussi travailler autre chose que l'unique aspect musical. Là, ce qu'on apprend, et en plus de la musique, c'est aussi le respect, effectivement, vers le lieu et les gens qui viennent pour prier. Alors, il faut pas oublier cela, mais ça rajoute justement un complément. On apprend tant sur le plan musical que humain. Autant de facettes de cet apprentissage, pas comme les autres, et présenté in situ, ce qui permet au conservatoire d'afficher son éclectisme. C'est très important d'offrir des choses différentes et des instruments différents. On va vers actuellement une standardisation des goûts de l'enseignement. Le Conservatoire de Sarreguemines propose plus de 20 spécialités et instruments différents avec la danse et le théâtre, dont l'orgue. Et puisque l'objectif de la journée était aussi de recruter de futurs organistes, le Conservatoire attend désormais les élèves désireux de faire des pieds et des mains pour travailler leur musique sur cet instrument historique. Un match historique pour le club de foot de Philipsbourg. Pour la première fois, ce petit club évoluant en D3 jouait le 3e tour de la Coupe de France. En face, le club de Boulay, classé en Régional 1. Le score final est sans appel, 8-0 pour Boulay. Mais ce n'est pas le score que l'on retiendra du match. Retour en images. Passer les tours dans la Coupe de France tient parfois à pas grand-chose. Un tirage au sort chanceux ou pas, en tout cas pour Philipsbourg, atteindre le 3e tour de la Coupe était déjà une victoire. C'est donc avec enthousiasme que les joueurs de Guy Staub sont montés sur le terrain, s'attendant sans doute à se faire écraser, mais pas sans résistance. La résistance a duré 20 minutes jusqu'à la chute de Tanguy Kipfer. Avec un traumatisme à l'épaule, impossible de le faire sortir du terrain. Il faudra 1h20 pour l'évacuer et reprendre le match. Les 20 minutes de résistance étaient loin et les Rouges ont commencé à encaisser les buts, mais pas tant que ça. À la fin de la première mi-temps, Boulay ne menait que 2-0. En seconde mi-temps, la différence de niveau se fait sentir. Du côté de Philipsbourg, on fatigue. Mais le gardien, Dylan Staub, arrête la majorité des occasions de but de Boulay. Ils n'en marqueront que 6 de plus alors qu'ils se sont créés bien plus d'opportunités. Non, mais déjà, jeudi soir à l'entraînement, il a dit qu'il est chaud pour ce match. C'est la magie quoi, de la Coupe de France. Il n'a jamais joué la Coupe de France, c'est la première fois. Et bon, il a déjà joué à un haut niveau. C'était un match pour lui. Une place au 4e tour de la Coupe de France, c'était important pour l'équipe de Philipsbourg. Ce ne sera pas pour cette fois, mais ils n'ont pas complètement perdu. Non, mais l'objectif c'était d'atteindre le 4e tour pour atteindre les maillots. Maintenant, on a perdu dans le 3e tour, mais c'est pour ça que je voulais remercier Boulay. Ils nous ont offert les maillots. J'ai encore la chair de poule maintenant. Non, mais de ce côté-là, je remercie encore une fois Boulay, l'ensemble du comité de Boulay, les joueurs, parce qu'ils étaient vraiment fair-play et voilà. C'est ça, la magie de la Coupe de France. Une belle aventure pour le club qui s'achève un peu tôt, mais sans regret. Petite info de dernière minute, la finale régionale nord-est de la Coupe de France du Burger by Socopa s'est déroulée en fin de matinée aujourd'hui à l'atelier des chefs à Paris. Les 5 concurrents, dont François Bloch du Petit Comptoir à Sarreguemines, devaient se départager en une demi-heure à travers 3 critères. L'histoire de la création de leur burger, l'aspect visuel et la note gustative. Un seul représentant de chacune des 5 régions définies par les organisateurs du concours participera à la finale.
Elle est à suivre sur le Facebook Live Coupe de France de burger à 16h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez voir ou revoir nos reportages sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous et prenez soin de vous.